Je vous raconte que mes parents sont arrivés en France en 1904. Ils sont arrivés en France parce que mon père était étouffé dans l'atmosphère de la Russie tsariste. Et il arrivait à Paris avec une idée, avec un bonheur sans nom, d'arriver dans le lieu où liberté, égalité, fraternité était la loi. Il avait fortement idéalisé la France, et vous verrez par son histoire que c'est resté jusqu'au bout de sa vie. Et c'est resté tellement ancré en lui que il n'a jamais voulu nous croire quand ma sœur et moi lui expliquions avec mon beau-frère qu'on ne pouvait plus rester à Nancy, dans la région de Nancy, avec l'occupation allemande. Mon père est resté complètement persuadé que personne ne pouvait l'atteindre, lui qui avait toutes les médailles imaginables, y compris la Légion d'honneur, qui était amputé de guerre, car il avait été volontaire évidemment pour servir la France. 14. De 14-18, c'est ça. Il ne pouvait pas imaginer que les lois d'exception étaient valables pour lui. C'était pas possible. Maréchal Pétain ne pouvait pas faire une chose pareille. Maréchal Pétain, c'était un grand homme. Il avait sauvé Verdun, point final. Un ancien combattant, enfin, voilà. Alors, je veux quand même vous lire ces passages-là, pour que, puisque vous vous intéressez à la période de guerre, je suppose que ce passage vous éclairera quelque peu. Non, c'est pas là. Voilà, je vous lis cet extrait. Mon père, éternel optimiste, reste aveuglé par l'idée que ses glorieux états de service et ses décorations, preuve de sa citoyenneté, le protègent, lui et les siens. Comment imaginer qu'un personnage tel que le maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, laisse se commettre des incroyables iniquités? La France n'est pas, comme nos anciens pays, les impossibles patries. Il ne pouvait concevoir que le héros de Verdun puisse être un factieux. Les insupportables mesures étaient forcément provisoires, imposées par l'occupant. Le 7 février 1942, les heures de sortie étaient réglementées pour les Juifs. Le 29 mai, l'ordre nouveau imposait l'étoile jaune. J'avais cousu un ruban tricolore, dérisoire défi. Colère d'être conduite à afficher une apparence dont la signification était jusque-là pour moi, surtout l'ostracisme subi par mes ancêtres. Alors donc dans mon pays, le pays des Lumières, je me retrouve comme eux en barbarie. En raison de quoi exactement? De leur foi que mes parents ne nous avaient pas communiquée. La perverse confusion des notions de l'origine et de la religion m'était insupportable, autant que le fait de l'exclusion, l'incroyable rejet de la vie nationale. Le 8 juillet 1942, l'accès au magasin est interdit, sauf de 15 à 16 heures. Nous en sommes à la 9e ordonnance. Interdit tout musée, bibliothèque, jardin public, restaurant. Interdit aussi d'avoir le téléphone et de posséder un vélo. Nous voilà devenus espèces nuisibles que plusieurs amis d'hier ne reconnaissent pas si d'aventure ils nous croisent. Les journaux n'ont évidemment publié ni le 16 juin 1941 le libelle des 16 pasteurs rassemblés près de Tarascon, ce que l'Église doit dire au monde, ni le 23 août 1942 la lettre de Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse, premier prélat à dénoncer avec force le sort fait aux Juifs, ni la courageuse prise de position des églises chrétiennes de Hollande qui manifestèrent leur réprobation le 11 juillet 1942 au Gauleiter à ce propos, le Gauleiter à ce propos. Ils n'auront pas donné davantage d'informations sur les rafles,
ni sur l'effroyable entassement des milliers de familles au Vélodrome d'hiver le 16 juillet 1942. Vous savez tout ça. Ils étaient 18 884, hommes, femmes, enfants. Pas de latrine, pas d'eau, pas de nourriture. Je ne sais si on a recensé le nombre de suicides de femmes, se jetant du haut des gradins avec leurs petits, ni le nombre d'enfants qui y périrent. C'était à Paris, par ordre du préfet de police, Bousquet. Maman tempérait l'implacable et naïf optimisme de mon père, par la lucidité dont elle était capable en toutes circonstances. Cependant, lorsque mon beau-frère leur expliquait que la fuite en zone non occupée devra être envisagée, ils opposaient tous deux un refus catégorique à cette idée. Ils ne pouvaient concevoir un abandon de la maison. Les 26 lois et décrets entre le 4 octobre 40 et le 16 septembre 41, l'interdiction dont j'étais frappée d'exercer mon métier d'institutrice et de poursuivre des études, l'humiliation des mesures isolant les Juifs, les coupant du reste de la population, les désignant infréquentables, n'avaient pas changé leur façon de voir. Depuis mon exclusion des études universitaires, je louais une chambre à proximité du domicile de ma sœur à Nancy. J'avais entrepris à tout hasard une formation de sténodactylo, tout en poursuivant seul chez moi des études d'histoire et de psychologie. Quand le docteur Maignan, mon ancien professeur à l'école normale, m'avait appelé à le rencontrer. Paul Maignan? Oui, vous l'avez connu? Non, c'était l'école d'éducateurs qui s'appelait Paul Maignan. C'est ça, oui, c'est ça. Je lui dois beaucoup à cet homme. Il me proposait de donner des leçons particulières à des jeunes retardés de ses clients. J'exerçais enfin mon métier, avec la griserie de le faire en toute indépendance, et je cessais d'être à la charge financière de ma famille. C'était à mes yeux l'honorabilité retrouvée. L'excellente évolution de mes élèves, un Mongolien de 12 ans, une illettrée de 18 ans, un garçon de 16 ans me valait de très agréables rencontres avec leurs parents, qui se trouvaient être des médecins. Le cauchemar de mon exclusion subsistait, mais mon activité absorbait toute mon énergie, estompant la cruelle réalité et les menaces. Vous aviez quel âge à cette époque-là? J'avais 19 ans. 19 ans. C'est ainsi que je pense pouvoir interpréter ma réaction. Vous allez voir l'événement maintenant, quand, dans l'urgence, mon beau-frère vient me réveiller dans la nuit du 18 au 19 juillet 1942 et m'intime l'ordre de partir à l'adresse qu'il me communique, sans me donner aucune explication. J'insiste, le questionne et n'obtient pour réponse que la nécessité impérative pour chacun de nous disperser en des lieux différents. Lui-même part en un lieu autre que celui qui reçoit ma sœur et le bébé. Tu attendras là-bas de nouvelles dispositions. Je n'avais qu'à obéir. Et je partis seul, à contre-cœur, frapper à la porte d'une famille inconnue, les Muller, qui me reçut chaleureusement. Il s'agit des parents de Lucien Muller, que vous ne savez pas qui c'est. Qui était à la ville de Nancy? Oui. Oui, je connais. Lucien, oui. Qui est maintenant paralysé. Oui, oui. Voilà. Et bien, c'était ses parents qui m'ont reçu, ça. que je ne connaissais pas du tout, bien entendu. J'avoue n'avoir pas cru au danger. Je pensais mon beau-frère par trop précautionneux. Le lendemain, mes hôtes m'informaient de la première rafle à Nancy, de juifs étrangers. Des amis qui avaient été informés d'un danger en avaient alerté Sam Spiegel, qui était d'origine roumaine. Bien des années plus tard, nous apprendrons que la rafle avait été prévue pour 350 familles. Édouard Vigneron, chef du service des étrangers au commissariat central de police, avait été indigné de voir cette liste, lui qui, par son service, avait eu de cordiales relations avec tous. Son adjoint, Pierre-Marie, manifesta le même refus d'obéissance. Tous deux avaient organisé les policiers du service et leur réseau d'amis, avec mission de prévenir toutes les personnes recherchées et leur recommander de n'être pas à leur domicile quand la police se présenterait à leur porte au petit matin du 19 juillet. Mieux encore, ils avaient procuré des faux papiers et des laissez-passer à certains jeunes que des inspecteurs en civil avaient escortés à la gare
éclatant défi à la politique de coopération vichyssoise. 32 personnes furent arrêtées pourtant, qui sans doute n'avaient plus se cacher. Je fais une parenthèse pour vous dire que j'avais la fierté d'avoir le fils de Marie à la cérémonie de vendredi dernier à la mairie pour écouter l'hommage rendu à mon beau-père. Ça m'a beaucoup touché qu'il soit là. La proximité du danger avéré, mon beau-frère décide maintenant notre départ de Nancy. Sa vision de la situation était claire. Il était politiquement beaucoup plus informé et lucide que mon père. Mon père était un délicieux rêveur. Après les étrangers viendra l'arrestation des Français. En fait, et nous l'ignorions, le 3e convoi de déportation du 24 juin 1942 avait été le premier qui avait fait partir des Français. Il insiste avec ma sœur et moi pour décider mes parents à fuir avec nous. Nous ne parvenons pas à vaincre leur terrible entêtement. Procéder encore une fois à une nouvelle installation à leur âge, ils ne pouvaient en admettre l'idée. Tant d'années d'efforts pour aménager l'agréable maison, repartir à zéro une 4e fois. Être à nouveau des réfugiés et suprême argument, avec quel argent aller vivre ailleurs? Nous sommes donc partis en zone libre sans eux, triste réminiscence. Voilà pour vous situer un peu ce qu'était la situation pendant ces années barbares. La libération est arrivée. J'éprouvais un immense besoin de rejoindre la collectivité, de ne plus vivre en paria. Mais vos parents avaient été déportés là. Ma mère. Votre mère. Mon père était insomniaque. Donc, il se levait très tôt pour aller à son jardin, à l'autre bout de la ville. Oui. Puisque, dans la journée, il était interdit de sortir de chez soi, pour les Juifs, n'est-ce pas? Mon père, dans son jardin, voit arriver une de ses anciennes ouvrières, Madame Marchal, qui lui dit « Vite, vite, sauvez-vous! Les Allemands ont arrêté Madame Resnick. Les Allemands vont vous chercher. » Elle veut qu'il passe de l'autre côté dans le cimetière pour le cacher dans un caveau du cimetière. Mon père refuse, il dit « Ah non, si ma femme est arrêtée, j'y vais. » Elle dit « Mais non, vous ne reverrez pas Madame Resnick. » Alors il exige qu'elle aille chercher M. Parmentier, qui était considéré par la population comme un traître, parce qu'il était devenu le Dolmetscher. Vous connaissez l'allemand, non? Le traducteur, ça veut dire interprète des Allemands. Donc il était suspect aux yeux de tous. Et elle dit, mais pensez-vous, Parmentier va vous dénoncer. Et mon père dit, non, non, Parmentier ne fera pas ça, j'en suis sûr. Il exige donc qu'elle aille chercher Parmentier. Et Parmentier, effectivement, n'a pas vendu mon père. Et Parmentier a expliqué à mon père qu'il ne reverrait plus jamais sa femme, car elle était enfermée, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, que de toute manière, il ne pourrait pas la revoir, que c'était inutile de faire le sacrifice de sa vie en y allant. Donc mon père a accepté de se cacher. Et puis, le maire lui a fait envoyer de l'argent pour qu'il puisse prendre le train et nous rejoindre. Et voilà, et j'ai vu arriver mon père, qui était un homme très coquet. J'ai vu arriver donc pas rasé, en tenue de jardin, ce qui était impensable. Bon, on n'avait jamais vu mon père dans cette vêture-là et dans cette tenue-là. Et c'était le 15 août 1943. Maman avait été arrêtée le 13 août 1943. Voilà. Bon. D'accord. Voilà, la parenthèse est finie pour... Donc, vous imaginez qu'à la Libération, il me fallait absolument m'engager dans une cause collective. Et j'avais entendu à la radio la création d'une mission française qui s'appelait MFR, Mission française de rapatriement.
Donc je n'ai qu'une idée, c'est de m'engager à la MFR. Et je pars par je ne sais quel autostop éventuel, à cette époque-là, il n'y avait presque pas de voiture, jusque Paris. Où je cherche en vain où est la MFR, personne ne connaissait non plus. Enfin, j'arrive à tomber dessus. Pourquoi je m'étais engagée? Parce qu'ils promettaient qu'on allait nous parachuter dans les camps. Je n'avais pas idée du tout de ce qui s'était passé en réalité. Imaginez qu'on ne savait rien, absolument rien. On en était à se dire, mon Dieu, ma pauvre maman, elle a pu subir les hivers cruels. Voilà. Je me suis donc trouvée, et finalement, donc mobilisée, et très vite, à la suite de pérégrinations, chargée du fichier des déportés. C'est-à-dire que c'est à mon bureau qu'arrivaient tous les documents qui étaient récupérés depuis les camps, au fur et à mesure du progrès des troupes alliées en Allemagne. Alors c'est avec le dépouillement de ces dossiers-là que, puis les interrogatoires que je faisais à l'hôtel Lutetia des déportés qui arrivaient quand ils tenaient debout, n'est-ce pas? Ça a été des années terribles, où j'ai travaillé, je peux dire, jour et nuit, parce que la hâte était immense de dépouiller le maximum de papier pour essayer d'orienter nos recherches. Alors on a découvert à ce moment-là les tatouages sur les bras, on a découvert l'orchestre qui jouait pendant que les autres mouraient, enfin on a découvert toutes les horreurs des camps petit à petit. L'incroyable était réalisé. Voilà. Alors vous allez dire comment tout ça vous mène en Surseille? Ben oui, j'y viens. Dans mon bureau, je reçois un jour le docteur Maignan, tout ému de me trouver à ce poste, puisque j'avais été de ses élèves, je l'ai dit. Il venait, lui, à la recherche de déportés qui lui étaient chers. Évidemment, tout de suite, qu'est-ce que vous faites là? Comment êtes-vous venu là? Et puis moi, qu'est-ce que vous faites dans cette période? Alors il me raconte l'association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Il me raconte les filles, qu'est-ce qu'on en fait? Où vont-elles? Il me raconte les centres d'observation. Et malheureusement, le seul débouché à l'époque, les bons pasteurs. Oui. Et moi, évidemment, comme ancienne institutrice, je réagis tout de suite en disant « Mais c'est pas du tout ça qu'il leur faut à ces enfants-là. Il faudrait ceci, il faudrait cela. » Enfin, je raconte la générosité, je raconte autre chose que le pardon des fautes, etc. Et il me dit de sa voix douce « Pourquoi vous ne viendriez pas travailler avec nous ?» Enfin, je lui réponds « Parce que je suis loin d'avoir terminé mon travail. » Et puis en plus, je menais une vie très très intéressante à Paris. J'étais logée chez quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Je raconte tout ça. Et je n'envisageais pas de rentrer. Et puis, il se trouve que j'ai été démobilisée. À ce moment-là, mon titre c'était chargé de mission. J'étais la seule militaire détachée au ministère. Et démobilisée, il fallait que je choisisse. Quelle carrière j'allais faire? Moi, ça ne m'intéressait pas du tout de faire carrière au ministère. C'était pas du tout ça qu'il me fallait. Et à cette période où j'étais déjà en train de me poser des questions pour l'avenir, j'ai une crise d'appendicite aiguë. Transportée la nuit à l'hôpital, il faut m'opérer tout de suite. Donc, me voilà coupée complètement de mon travail, sans que je l'ai voulu. Ça a été l'occasion de m'approcher de ma famille. Évidemment, pour mon père et pour ma sœur,
c'était terrible de me sentir très éloignée d'eux et puis très, très fatiguée. Je suis retournée voir le docteur Maignan. C'était l'origine de Hans-sur-Seille. Alors, l'origine de Hans-sur-Seille, maintenant, le docteur Maignan m'a présenté au doyen Parisot. Alors, Jacques Parisot, c'était un très grand monsieur, dont monsieur Maignan, comme tous les membres de l'administration de la LCA de l'époque, m'avait dit « Oh, il ne faudra pas vous formaliser, c'est un original, il est très brutal, etc. » En réalité, le doyen Parisot a été adorable avec moi. Je n'ai eu aucun problème avec lui. Ils m'ont baladé dans toutes les maisons que possédait l'Office d'hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle. Il y en avait à Bainville, au Miroir. Flavigny. Comment? À Flavigny aussi. Aussi. Et puis j'ai choisi Hans-sur-Seille. Pourquoi Hans-sur-Seille? Eh bien parce que précisément le cadre était joli. Il y avait ces collines au loin, il y avait la Seille, il y avait les restes d'une belle maison, mais bombardée. Eh bien j'ai vu tout de suite la possibilité justement de faire créer quelque chose de nouveau. Que les élèves avec moi rebâtissent la maison. Et la reconstruction de la maison correspond à leur reconstruction mentale. Voilà pourquoi j'ai choisi Hans-sur-Seille, parce qu'elle avait été bombardée. Vous voulez savoir autre chose? Mais vous nous l'aviez dit, mais je ne me souviens plus. Combien de jeunes aviez-vous autour de vous à cette époque-là, quand vous avez ouvert Hans-sur-Seille? Oh, j'ai ouvert avec des garçons. Oui, je me souviens. J'ai ouvert avec des garçons, parce qu'il fallait faire des travaux de force. La brouette et la bêche, c'était moi qui m'en occupais, mais il fallait surtout ramener l'eau pour arriver à sécher l'intérieur de la maison. Et c'était les idées géniales d'Auguste Jung. On ne peut pas parler d'Ans-sur-Seille sans parler d'Auguste Jung, qui était un merveilleux bonhomme par son dévouement, sa générosité, oui, c'était le don total, quoi, avec lui, il n'y a pas de doute. J'ai un souvenir très ému des Jung, Auguste et Catherine. Origine alsacienne. Ah oui. Oui. Auguste allumait le feu. J'ai habité au-dessus du logement, au-dessus de l'école, la classe du bas. Et Auguste, tous les matins, vers 7 h, venait allumer le poêle à charbon. Il s'occupait de l'entretien de la classe. Auguste, il était entré à la maison au service de la comtesse. La comtesse qui possédait le château. Et qui menait sans doute, paraît-il, une vie assez désordonnée. Elle se cachait là avec je ne sais quel officier français de ses proches. Et elle avait une écurie de course. Et pour cela, il lui fallait recruter un palefrenier. C'est Auguste. Et Auguste est arrivé donc comme palefrenier.